Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Histoire de vivre, un podcast qui a pour vocation de mettre en lumière les histoires singulières, aussi diverses et variées soient-elles, de tous ces individus que j'ai la chance de croiser et que je vais pouvoir accueillir sur ce podcast. Animée par les relations humaines, je suis convaincue que notre parcours constitue notre essence et notre individualité, mais surtout que le partager contribue également à la connexion et au développement humain en général. À travers tous ces récits, j'espère vous partager le goût des histoires, des relations humaines, et je vous souhaite qu'elles vous inspirent, qu'elles vous touchent, qu'elles vous fassent voyager et plus encore, autant que c'est mon cas. Dans quelques instants, je vais vous présenter la première personne que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, Simon, qui va vous partager son expérience sur le navire du Belem. Je vous souhaite une très bonne écoute et surtout le goût de vivre. Bonjour Simon, et merci beaucoup d'être ici. Je suis très contente de te recevoir et merci à toi de te prêter à l'exercice de ce podcast. J'aimerais te demander dans un premier temps de te présenter pour que les personnes qui nous écoutent puissent te découvrir un petit peu, savoir un peu plus qui tu es. Bonjour, donc je m'appelle Simon, j'ai 24 ans, je suis originaire d'Ardèche. Je suis ingénieur diplômé depuis 1 an. Je travaille en Belgique actuellement. Donc voilà. Bienvenue Simon. Si j'ai voulu t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast, c'est pour que tu puisses nous partager une expérience que tu as vécue l'été dernier, donc en août 2024, à bord du Belem, le célèbre navire. Tu vas nous raconter un petit peu ton expérience dans quelques minutes sur cette immersion que tu as vécue pendant 7 jours, il me semble, à bord de ce légendaire navire. Donc pour pouvoir commencer un petit peu, est-ce que tu peux déjà rapidement expliquer à l'auditoire ce qu'est exactement le Belem ? Alors le Belem, c'est un 3-mâts français, c'est le plus vieux encore en circulation, on va dire, en activité, et le seul d'ailleurs de son époque. C'est un navire qui a une grosse histoire. Je pourrais pas tout citer exactement parce que je me rappelle plus bien. Mais donc à la base, c'est un navire marchand qui servait à amener, à transporter les fèves de cacao depuis les Antilles. Puis du coup, son utilisation a beaucoup évolué au fil des années. Il est passé comme navire de plaisance britannique, navire d'école italien. Et puis il est revenu sous pavillon français après la création de la Fondation Belem. Et aujourd'hui, le navire, il appartient à la Caisse d'épargne, qui du coup s'occupe grâce à la fondation, à travers la fondation, de le restaurer et de le mettre en activité pour plusieurs événements. Récemment d'ailleurs, il a été vachement connu pour avoir ramené la flamme olympique depuis Athènes jusqu'à Marseille pour les Jeux Olympiques de Paris. Super, merci. Et du coup, est-ce que toi, tu en avais déjà entendu parler avant de ce navire ? Comment tu l'as découvert ? Et surtout, comment tu as découvert le programme de bénévolat ? Parce qu'il me semble que c'était du bénévolat, du coup, sur le navire. Donc voilà, comment tu en as entendu parler et comment tu as eu l'idée de t'inscrire à ce programme ? Alors, j'en avais pas du tout connaissance avant de me renseigner du coup pour faire ce séjour. J'avais aucune idée de l'existence même du Belem, de son histoire et du fait que c'était possible de faire des séjours en mer. J'ai fait mes recherches, on va dire, de mon côté. En fait, j'avais le rêve un petit peu de faire un séjour sur un bateau, parce que je suis pas originaire d'une région on va dire proche de la mer, donc c'est pas du tout un milieu que je connais, mais par contre c'est un milieu qui m'intéresse vachement depuis longtemps à travers
des films, des séries, des récits, des choses comme ça. Donc je me suis un petit peu renseigné de mon côté sur comment est-ce qu'il était possible de découvrir un petit peu ce milieu. Et je suis tombé un petit peu par hasard du coup sur le BLM, sur la fondation et puis sur du coup les séjours, les excursions qui sont organisées. Donc ouais, c'est une forme de bénévolat chaque année. Sur une période d'environ 6 mois, le BLM propose des excursions qui vont je crois que c'est de quelques jours, 2 ou 3 jours, à une semaine, 8 ou 9 jours, avec des destinations qui varient. Et à force de me renseigner, je me suis vraiment prêté au jeu. Enfin, je me suis rendu compte que ça avait l'air vachement intéressant, donc je me suis lancé. J'ai regardé les séjours qui étaient encore disponibles au cours de l'année. Donc j'ai trouvé un séjour en Irlande qui partait donc de Galway, on va dire au sud-ouest de l'Irlande, qui remontait tout l'Atlantique Nord, toute la côte irlandaise, pour passer entre l'Écosse et l'Irlande du Nord et atterrir amarrer à Belfast, en Irlande du Nord, donc sur une semaine. Voilà, je me suis lancé, c'est comme ça que je me suis lancé un petit peu. Et pourquoi avoir choisi un navire aussi historique plutôt qu'une expérience maritime type un voilier ou un séjour croisière? Pourquoi particulièrement s'être intéressé au Belém, qui a une histoire que tu vas nous décrire assez historique et assez importante, qui est aussi particulière? On reviendra un petit peu plus tard sur l'organisation, le fonctionnement quotidien. Mais du coup, voilà, pourquoi cette expérience plutôt qu'une autre expérience maritime? Parce que tu dis que tu étais intéressé par ce milieu-là depuis un petit peu, enfin longtemps, et que tu avais cette curiosité et que tu viens pas forcément de ce domaine-là. Donc voilà, pourquoi ça? Et puis quelle était ton idée aussi du Belém? Comment tu te le représentais avant ton séjour? Alors, c'est vrai que le fait de voyager sur un trauma comme ça, c'était peut-être pas mon idée de base. Moi, j'étais vachement passionné, enfin, j'ai toujours été fan du Vendée Globe et de toutes les personnes qui font des traversées en voilier. Je trouve ça assez fou comme expérience. Donc je pense que j'ai voulu le postulat de base, c'était de se rapprocher de ça. Et puis je me suis rendu compte en fait que c'était quand même quelque chose qui demandait une certaine expérience, un certain budget aussi, mine de rien. Et donc, il y avait très peu de... Je m'étais renseigné pour faire une traversée, par exemple, de l'Atlantique ou sur un voilier. Et en fait, du bateau stop, du coup. Et en fait, ils prennent très peu de gens qui sont pas initiés au milieu marin. Il faut avoir quand même certaines compétences. Et donc, je me suis dirigé ensuite... Enfin, j'ai entendu parler du coup du Belém via mes recherches, et pour le coup j'ai vu que c'était un tout autre type de séjour qui était proposé, qui était plus du coup de l'initiation vraiment au milieu marin, et en plus avec le bonus d'être sur un 3-mâts historique, un des plus vieux encore en activité dans le monde et le plus vieux français. Et puis au final, un 3-mâts, enfin, moi j'ai toujours été fan, je trouve que ça a beaucoup plus de charme, les bateaux un petit peu d'époque, que les bateaux actuels. J'avais pas envie de faire de la plaisance, on va dire, du type croisière. Le but c'était vraiment de rechercher un peu l'initiation au milieu marin, vivre avec eux et comme eux. Et puis un peu le désir aussi d'aventure. Donc j'ai retrouvé tout ça à travers les séjours qui étaient proposés. Et du coup, donc tu as repéré ce séjour. Tu es parti donc de Galway et tu as atterri amarré pardon à Belfast. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la préparation en amont? Donc comment voilà, tu as repéré ce séjour, comment tu es rentré en contact avec la fondation, derrière un petit peu la mise en œuvre jusqu'à ce que tu montes sur ce fameux Belém, qu'est-ce qui s'est passé, la prise de contact, est-ce que tu as une préparation spécifique en amont de cette expérience?
Est-ce que tu avais des appréhensions et des peurs, ou est-ce que tu avais des questions particulières? Nous raconter un petit peu la préparation avant le départ. De ton côté, du côté de la fondation, les informations que tu as reçues, est-ce que tu as eu une opportunité de visite, ou en tout cas de présentation un petit peu spéciale, et comment ça s'est passé un petit peu, se dérouler pour toi? Alors, comme je disais, du coup, sur le site de la fondation, ils proposent plusieurs séjours qui varient en fait d'une année sur l'autre, plusieurs programmes. Donc là, par exemple, au début de la saison, ils sont allés chercher la flamme olympique à Athènes, et pour la ramener à Marseille. Donc il y avait plusieurs excursions proposées, on va dire, dans la Méditerranée, pour aller jusqu'en Grèce et revenir en France. Et après ça, donc le navire est remonté, il me semble, sur les côtes bretonnes. Et après, il y a toute une partie de séjour, on va dire, dans les eaux britanniques, au large de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Écosse. Et donc c'était aussi, moi, ce que je recherchais, c'était le fait d'aller naviguer dans un autre pays, sur des autres, on va dire, horizons que simplement la côte bretonne ou la côte méditerranéenne. Donc j'ai trouvé ce séjour en Irlande qui était un des rares encore disponibles, avec des places disponibles. Donc je me suis lancé comme ça. J'ai pas vraiment suivi de préparation avant de me lancer là-dedans. C'est vrai que je partais vraiment de zéro, j'avais aucune connaissance là-dedans, donc j'ai essayé de faire un petit peu avec mes moyens, commencer à me renseigner sur sur à quoi ça ressemble d'être marin, quelle préparation il fallait au niveau, je sais pas, physique, mental, etc. Et puis en fait, peu de temps après m'être inscrit, j'ai reçu un carnet de bord de la fondation, envoyé par la fondation, dans lequel il y a tout un tas d'informations sujettes à la navigation. Donc le matériel obligatoire à amener, la journée type, par exemple, à bord du séjour, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, plein d'informations déjà sur le navire, son histoire, comment il est composé, parce que mine de rien, c'est une sacrée organisation à bord. Il y a on va dire, tout espace a une utilité, donc il faut aussi se familiariser avec ça. Une présentation un petit peu rapide des personnes qui seront présentes à bord pour nous encadrer. Et voilà, tout un tas d'informations utiles. Donc on va dire que ça a été mon seul outil pour se préparer, parce que c'était au milieu de l'été, donc j'ai été entre le travail, les vacances, etc. J'ai pas eu le temps de me consacrer pleinement, donc j'arrivais un petit peu en touriste, on va dire. Enfin, j'avais pas forcément potassé mon sujet pleinement, mais au final, l'arrivée, l'accueil à bord, et les premiers jours, on refait des briefings, des présentations de l'équipe en direct, du coup, de chaque compartiment, etc. Donc c'est vachement bien présenté à ce niveau-là pour se sentir à l'aise, quoi. Ok, merci. Et du coup, tu mentionnes le matériel à apporter et ce que vous avez le droit de faire, de ne pas faire. Alors, on va revenir un peu plus en détail après sur une journée type et puis l'organisation à bord, hein, du coup, les personnes qui sont là, comment une journée type, etc. Mais est-ce que tu as un peu souvenir, est-ce que tu peux nous communiquer un peu le type de matériel qui pouvait être demandé, et puis les grandes consignes, les grandes lignes de consignes sur ce qui est à faire et à ne pas faire? Alors déjà, au niveau obligatoire, il y avait une visite médicale à passer avant d'embarquer, avec du coup un papier à remplir spécialement préparé par la fondation. Donc déjà, il a fallu aller voir un médecin et s'assurer. C'est vrai que moi, j'avais aucune expérience en mer, donc remplir tout un tas de questions sur les possibles pathologies, les possibles antécédents
de mal de mer ou toute autre chose dans ce type. Donc la première étape, ça a été ça. Ensuite, au niveau du matériel, eh ben, on nous demandait par exemple une lampe frontale parce qu'on est amené à se déplacer, à faire des quarts de nuit et donc à devoir se lever et circuler dans la cale de nuit. Des vêtements voilà, pour la chaleur, pour la pluie, pour le vent, parce que on est amené du coup à sortir aussi dans des conditions qui peuvent être parfois assez violentes. Surtout là, pour le coup, c'était au large de l'Irlande, donc c'est pas forcément l'endroit où il y a la météo la plus clémente. Donc voilà, vêtements, chaussures un petit peu anti-dérapantes pour pouvoir marcher sur le pont sans glisser. Enfin voilà, une liste un peu de matériel qui peuvent sembler basiques, mais j'ai appris un peu du coup à mes dépens sur place que c'était quand même important d'être bien préparé. Donc voilà. Et justement, dans cette préparation ou non-préparation, quelles étaient tes éventuelles appréhensions, tes peurs ou un peu tes craintes avant de te lancer dans cette aventure dont tu n'avais encore une fois aucune expérience, aucune connaissance maritime, si ce n'est les informations que tu as reçues. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans ta tête avant ce séjour niveau appréhension ? Moi, l'objectif, c'était vraiment de faire une semaine pleine en mer et d'apprendre le plus possible et de me rendre utile aussi, parce que du coup, on nous dit bien que on prend part à la vie du navire, à la navigation, etc. Donc, j'avais pas envie d'être quelque part un boulet ou juste simplement un touriste qui a payé sa semaine sur le bateau et qui est là. Le but, c'était vraiment de participer, d'apprendre énormément de choses, d'être le plus possible, on va dire, débrouillard, et voilà, d'avoir à la fin de la semaine vraiment servi à quelque chose. Donc ma principale appréhension, je pense que c'était ça, c'était du fait que j'avais aucune expérience, de quand même pouvoir monter en compétence rapidement et me rendre utile. Après, il y a une certaine appréhension quand même du mal de mer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, dont j'avais entendu parler pas mal autour de moi. Donc voilà, je savais pas du tout comment j'allais y réagir. On entend un peu tout et rien dessus. Donc voilà, c'était un petit peu la plus grosse inconnue, c'était un petit peu ça. Ok. Et donc maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, merci déjà pour ce retour, cette introduction par rapport à ta préparation, on sent bien tout ce que tu venais y chercher déjà en termes de challenge personnel, de challenge de montée en compétences, d'esprit un peu communautaire aussi, de partage, j'ai l'impression, d'expérience, d'immersion au sein d'une vie qui t'était un peu inconnue et d'un métier même qui t'était inconnu, d'un environnement. Du moins, donc ça, je pense qu'on commence à bien le saisir. Est-ce que maintenant, si on rentre un petit peu dans le cœur de l'immersion de ton séjour, tu peux nous expliquer quels ont été tes sentiments, vraiment ta première impression quand tu as découvert le Belém ? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu la première fois ? Combien de personnes étaient là déjà ? Vous étiez combien en termes de séjour ? Qui était là pour vous encadrer ? Qui vous a reçu ? Voilà, vraiment ton accueil, on va dire, dans cette expérience. Alors, la première impression, elle est vachement, on va dire, perturbante. Enfin, on rentre rapidement, ça devient concret dès qu'on voit le navire, en fait. Donc moi, j'ai amarré à Galway, qui est un port quand même très industriel. Donc quand on arrive sur le port, il y a énormément de bateaux voilà, on va dire modernes, qui sont des navires marchands, et au milieu de tout ça on voit un trois-mâts d'époque, comme on voit un peu dans les films, dans les livres, au milieu de tout ça. Donc c'est assez déroutant. Enfin, tous les gens qui passent, qui se baladent le long du port, le prennent en photo, se demandent d'où ça sort, qu'est-ce qu'il fait là, surtout en Irlande où c'est pas
c'est pas, enfin personne connaît le BLM, même en France, c'est assez peu connu. Et donc ouais, la première impression, elle est un peu déroutante. Et puis au final, dès qu'on se présente, on voit qu'il y a les marins à bord, enfin l'équipage qui bosse en fait, qui travaille, donc qui circule, qui parle, qui s'agite, et donc qui n'ont pas forcément le temps. Il n'y a pas un comité d'accueil qui est réservé à chacun, etc. Donc faut moi dire rapidement monter, se présenter, trouver quelqu'un qui a le temps pour nous expliquer ce qu'il faut faire, la procédure d'arrivée. Il y a des documents, enfin des documents à remplir pour dire qu'on est bien arrivé sur le bateau. On nous donne notre emplacement de couchette. On nous donne un petit peu rapidement vraiment les points clés. Mais le reste des informations, elle arrive un petit peu plus tard. Elle se fait un peu au fur et à mesure. Donc c'est vrai que quand on monte à bord, on peut se sentir un petit peu perdu au début, se dire où est-ce qu'on est monté, dans quoi on a embarqué. Donc surtout que pour ma part, l'embarcation s'est fait la veille au soir du départ. Donc on arrive, il fait déjà nuit, il y a déjà des personnes qui sont en train de se reposer dans leur couchette, donc on n'a pas forcément l'occasion d'échanger avec les autres stagiaires. Donc ouais, c'est la première impression est assez déroutante. Ok, c'est vrai que de l'extérieur, on ne s'imagine pas. Moi, je trouve qu'il y a un truc que tu as souligné, sur lequel j'aimerais revenir, qui est très intéressant, c'est de se dire que voilà, l'équipage est là, les marins s'activent, enfin tout le monde est au travail, et donc on n'est pas sur un séjour croisière, encore une fois, où on a Monique à l'accueil avec son panneau et qui nous attend avec son petit nom, quoi. Donc du coup, voilà, il faut trouver un peu sa place dans tout ça. Donc concrètement, qui sont les membres de l'équipage qui sont présents? Combien de personnes vraiment fixes sont présentes? Combien de marins dans les grandes lignes? En tout cas, voilà, en termes de population, on est sur combien de personnes, stagiaires ou marins? Alors, je saurais plus dire un nombre exact de personnes à bord, mais il y a donc un commandant et son second qui sont là. Il y a après il y a toute une partie donc de matelots qui veillent, enfin qui se relaient sur le pont en permanence, qui constituent une équipe, on va dire, allez, sans vouloir dire de bêtises, mais peut-être 7-8 personnes. Après, il y a 2 cuisiniers à bord. Il y a une personne qui travaille, 2 personnes qui travaillent constamment en salle des machines. Donc, grosso modo, je pense que l'équipage, ça représente à peu près, allez, une quinzaine de personnes, sans vouloir dire trop de bêtises. Savoir un peu qui compose justement voilà, ce bateau, qui on retrouve dans les grandes lignes au-delà du nombre, qui est présent. Et puis dans le groupe de personnes stagiaires, enfin bénévoles comme on appelle, combien de personnes à peu près vous êtes à ce moment-là embarquées. Et puis du coup, ce sentiment, un peu de revenir aussi un peu sur ce sentiment d'intimidation quand même, c'est assez impressionnant. Tu dis, voilà, il y a un cadre, ça dénote, ce bateau, ce 3 mois dans ce port. Il y a une ambiance, on est de nuit, c'est tout de suite dans l'ambiance. Enfin, j'imagine que c'est un peu intimidant aussi. Donc voilà, vous êtes plusieurs à arriver en tant que stagiaire. Est-ce que tout le monde a un peu cette même impression d'intimidation face à ça? Alors pour revenir du coup sur l'équipage, il y a donc une grosse partie de matelots qui se relaient donc pour tout ce qui est cordage, maintien du pont, veille, etc. Il y a donc les personnes qui s'occupent de la salle des machines, de l'entretien des moteurs, etc. Et puis du coup les cuisiniers dans les grandes lignes, c'est les différents rôles qu'on peut retrouver sur le bateau. Ensuite au niveau des stagiaires, on est entre une trentaine et une quarantaine de stagiaires.
Donc comme je disais, moi mon arrivée elle s'est faite la veille au soir. C'était quand même assez tard. Je pense que j'étais peut-être un des derniers à arriver. En tout cas la veille au soir, il y a des gens qui sont arrivés le lendemain matin. Mais le soir, je suis un des derniers, je pense, à être arrivé parce que j'ai eu des difficultés un petit peu à me rendre sur place. Faut quand même arriver aussi à Galway, donc c'est pas forcément à côté. Donc en fait, ce qui fait que quand je suis arrivé, certaines personnes étaient déjà couchées. Ou en train de lire. Donc c'est difficile de nouer des liens dès le début, d'échanger avec les personnes. Je pense que les gens aussi sont peut-être un peu timides, ne savent pas forcément juger le niveau de chacun, les connaissances de chacun. Donc ça fait qu'au début, tout le monde est un petit peu peut-être fermé un peu dans son coin. Mais très vite, en fait, dès qu'on part et dès qu'on commence à naviguer, on se rend compte que voilà, on est tous sur le même bateau, du coup c'est le cas de le dire, mais que y a pas d'autre choix que de vivre ensemble et donc de serrer les coudes, etc. Et du coup c'est comme ça que les liens se créent. Merci, oui, on va y revenir sur justement les liens et le collectif, l'humain, sur tout ça, mais c'est très intéressant déjà de voir cette première approche où encore une fois, voilà, on est tout de suite mis dans le bain et il y a une atmosphère, une immersion, un côté très impressionnant. Moi, c'est ce que je retrouve surtout dans tes propos, c'est de se dire, ok, waouh, on est sur un autre univers, quoi. Et peut-être pour rentrer maintenant un peu plus dans le quotidien, dans l'immersion, est-ce que tu peux nous raconter ta première journée, du coup, sur le Belém et puis dérouler sur voilà, une journée type, comment ça se déroule au quotidien, comment c'est organisé déjà, par poste. Tu as mentionné tout à l'heure des quarts de nuit, des postes, les horaires, comment c'est dirigé, qui t'indique où est-ce que tu dois aller, etc. Nous raconter un petit peu le quotidien en termes de responsabilité et de mission sur le navire. Alors, une journée type, on va dire, ça commence tous les matins avec un briefing du commandant, et si c'est pas lui qui est disponible pour le faire, du second, donc qui explique un petit peu le programme de la journée. C'est difficile, il n'y a pas vraiment de programme à la semaine, c'est-à-dire qu'on peut pas prévoir tel jour ce qu'on va faire, parce que ça dépend vachement en fait des conditions qui vont être présentes. C'est une des choses que j'ai appris en premier sur ce bateau, c'est qu'en fait on est vraiment dépendant des conditions météorologiques et donc le programme de la journée se découle un petit peu de ça. Mais sinon la journée, ça va être... en fait, les journées sont divisées en 4 quarts et l'équipage en 3 groupes. Et donc, sur chaque quart va être de nouveau divisé en 4 créneaux. Et donc, il y a un roulement des tâches établies entre les 3 groupes, avec du coup un quart de réserve. Par exemple, pour prendre le quart de nuit, il va y avoir un créneau, alors je ne sais pas exactement les horaires, mais on va dire, disons 21h, 23h, 23h, 1h, 1h, 3h et 3h, 5h par exemple. Sur lequel il va y avoir un tour de navigation, donc vraiment prendre contrôle de la barre et voilà, maintenir le bateau sur son cap. Un quart de veille, donc à l'avant du bateau, pour s'assurer à surveiller les bateaux autour, qu'il n'y a aucun danger à proximité, etc. Un quart de repos, du coup, dans lequel on en profite pour essayer de se reposer un peu, pour ceux qui arrivent à dormir, sinon de lire un livre ou de vaquer à ses occupations. Et puis un quart qui peut dépendre aussi, donc s'il y a par exemple des manœuvres à faire, un quart de manœuvre dans lesquelles il faut brasser les cordages.
Et sinon, des fois, s'il n'y a pas de manœuvre à faire, on peut en profiter pour aller échanger avec l'équipage, apprendre voilà, plein de choses, des nœuds, lire une carte, etc. C'est aussi ça qui est bien à travers cette expérience, c'est que tout, tout temps est bon à prendre pour apprendre des choses avec l'équipage. Ils sont quand même, malgré le fait que leur journée soit très remplie, ils restent quand même vachement disponibles pour échanger sur leur métier et nous apprendre le maximum de choses concernant la navigation. Donc c'est ça qui est très chouette. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les postes sur lesquels tu es passé, du coup? Qu'est-ce que tu as eu l'occasion concrètement de faire sur le bateau? Et quelles techniques, soit de navigation, soit en tout cas de connaissances maritimes, justement, lire une carte, manœuvrer, etc., les nœuds. Voilà, rentre un peu dans le détail de ce que tu as pu apprendre, sur quel poste tu as pu passer, qu'est-ce que tu as pu faire concrètement et qu'est-ce que tu as appris? Alors, donc les activités, on va dire un petit peu, qu'on est amené à faire. La première à laquelle je pense que c'est peut-être la plus satisfaisante, c'est quand même de tenir la barre et de manœuvrer le bateau, parce que donc on a un cap qui correspond à un degré en fait à respecter, et du coup on tient la barre et on manœuvre de manière à garder ce cap là, et donc c'est mine de rien c'est quand même technique parce que ça dépend vachement des conditions. Par exemple, si on a un vent qui arrive de côté, on va devoir en permanence barrer de l'autre côté pour essayer de tenir ce cap. Et donc, comme c'est un énorme bâtiment, c'est un bateau qui est quand même très lourd, chaque mouvement est amplifié, donc il faut quand même avoir un certain rythme et un certain degré d'anticipation pour garder le cap. Mais du coup, le fait de tenir une barre, voilà, comme on peut voir, comme on peut en avoir des images, c'est vachement satisfaisant quand même. Ça vaut un peu sa photo. Et après, sinon, ce qui est le plus technique et ce qui est le gros, je pense, du quotidien d'un marin, c'est les manœuvres de voile. Donc ça, c'est quelque chose que les personnes qui font du voilier peuvent connaître. Mais là, comme on est sur un bateau qui est beaucoup plus grand et qu'on a beaucoup plus de mâts, forcément, on rajoute énormément de nœuds, énormément de cordages. Donc chaque manœuvre implique que une grosse partie de l'équipage doit être présent. Donc chaque manœuvre se fait à, on va dire, minimum une quinzaine, une vingtaine de personnes. Toutes doivent se coordonner pour brasser en même temps dans un bon, on va dire, un bon tempo, sans se marcher dessus, parce que du coup ça fait du monde sur le pont. Donc c'est toute une organisation, et franchement ça c'est quand même assez impressionnant à voir. Alors nous on est encadré, on nous dit en permanence quoi faire. Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est un métier à part entière et qu'il y a énormément de connaissances à avoir pour manœuvrer un bateau pareil. Et d'ailleurs, l'équipage nous le dit dès le briefing de départ. C'est impossible avec le nombre qu'ils sont, c'est impossible pour eux de manœuvrer le bateau, donc ils ont forcément besoin de nous, et du coup c'est là qu'on se sent réellement investi dans le quotidien, quoi. Super, et j'imagine que ça doit être une belle aventure humaine, une belle expérience de partage et de cohésion. Et avant de creuser un petit peu cet aspect justement relations humaines, dimension de force du collectif, etc., peut-être pour terminer un petit peu sur l'aspect technique, manœuvre, apprentissage, est-ce que là on entend bien un petit peu tout ce que tu as mentionné sur gérer les voiles, tenir la barre, qui doit être effectivement une sacrée belle expérience, un moment assez fort aussi personnel à vivre. Peut-être en termes de moments forts aussi, tu peux nous dévoiler quels ont été un peu les défis
auxquels tu as été confronté. Je pense, est-ce que tu as eu le fameux mal de mer, du coup? Est-ce qu'il s'est manifesté ou pas? Et est-ce que c'est plus des défis d'ordre physique, tenir le rythme, jour, nuit, les quarts de nuit, est-ce que physiquement c'est éprouvant, c'est intensif, une semaine? Est-ce que c'est plutôt mental? Est-ce que c'est plutôt sortir de sa zone de confort? Quels sont les défis que tu as eu à relever de quelque nature que ce soit tout au long de cette semaine? Le mal de mer, je vais répondre directement, ouais, j'y suis bien passé même. En fait, on a eu 2 jours sur la semaine où on a eu vraiment un temps assez dur, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, et donc forcément, du coup, rapidement, ça tangue, et ça tangue très fort même. Donc ouais, il y a une bonne journée où j'étais complètement HS. C'est l'incapacité de se lever, des nausées, des vomis la journée un peu à faire des allers-retours aux toilettes, incapable de se nourrir, et puis incapable surtout de faire quoi que ce soit. Et c'est là que c'est un peu dur, on essaye de se rendre utile, mais en fait on est incapable de tenir debout. C'est là aussi que du coup l'équipage est bienveillant, ils nous disent de nous coucher, ils essayent de nous montrer un peu des techniques pour lutter contre le mal de mer. Et puis c'est là aussi qu'on a le soutien des autres personnes. Mais ouais, le mal de mer, c'est quelque chose qui arrive sans prévenir, et qui est quand même vachement violent. Rappel d'une mauvaise journée quand même. Mais une fois ça passe comme ça arrive, on va dire. Donc ouais, ça a été mine de rien des moments forts quand même sur la semaine, parce que j'étais venu un petit peu chercher ça, c'était le défi d'aventure, et donc j'avais pas envie d'une mer calme toutes les semaines sans difficulté, il fallait qu'il y ait un peu de challenge, et pour le coup là je l'ai bien eu. Mais tout au long de la semaine, c'est vrai qu'on est amené à quand même tenir un rythme qui est assez élevé. On est en permanence en train de faire, d'essayer de se rendre utile. Et peut-être que brasser des cordages une fois, c'est pas fatigant, mais quand on doit le faire en permanence avec la contrainte d'être ballotté, et la fatigue aussi physique qui s'accumule, le manque de sommeil. Moi, je suis pas forcément un très gros dormeur, donc j'ai eu du mal un peu à me reposer. Déjà, on est dans une couchette. Moi, je suis assez grand, donc je touchais des 2 bouts. Puis on fait des nuits, du coup, avec les quarts de nuit, on n'a pas énormément de temps pour dormir. Donc tout ça cumulé, ça fait qu'on est quand même sur des semaines assez éprouvantes. Et voilà, même si c'est pas un défi physique comme pourrait l'être, je sais pas, de l'alpinisme ou quelque chose comme ça, on est par contre sur quand même une semaine qui est vachement éreintante, ouais. Ok, oui, présenté comme ça, je pense qu'effectivement, notamment le mal de mer, on en entend parler, c'est quelque chose qui peut être connu quand on pense tout de suite à ça, mais entre ce qu'on peut en entendre et l'expérimenter, j'imagine qu'il y a un gap sur tout ça. Et puis sur l'intensité de l'effort aussi physique, on peut s'attendre à être sollicité physiquement, à devoir porter des charges lourdes, donc tout tirer, être bien sollicité, le manque de sommeil, peut-être le partage de couchettes aussi avec d'autres personnes, etc. Enfin, la vie en collectif fait que tout ça cumulé, ça représente quand même une semaine pas forcément de tout repos et certains défis. Comment toi tu as surmonté tout ça? Comment tu t'es adapté, on va dire, à tout ça? Est-ce qu'il y a des gens qui craquent? Comment ça se passe dans l'ensemble face à tout ça? Non, personne. J'ai vu personne craquer. Il y a des gens qui sont très très mal du coup à cause du mal de mer, qui passent la journée vraiment dans leur lit, et donc qu'on peut ne pas voir pendant 2-3 jours. Mais personne n'a craqué. Heureusement de notre côté, parce que je pense qu'il y a aussi le fait qu'on sait qu'on est en mer, et que
le bateau va pas faire demi-tour ou amarrer juste pour une seule personne, donc on n'a pas trop d'autre choix que d'accepter son sort, mais rapidement, je pense l'esprit aussi de collectif et la bienveillance déjà d'abord de l'équipage et puis des gens autour fait qu'on est quand même très souvent réconforté. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je sais que la présence d'un collectif, voir les gens être aussi fatigués que soi et dans la même galère, ça me réconforte quelque part. Et c'est là que, par contre, je me dis que voilà, l'expérience de faire une navigation en solitaire doit être une difficulté supérieure. Parce que voilà, le fait que ce soit vraiment quelque chose d'éprouvant, quand on a la chance de pouvoir le partager avec d'autres gens, ça nous réconforte, mais quand on doit le vivre seul pendant plusieurs jours, plusieurs mois, ouais, ça va être vraiment, vraiment costaud, je pense. Ça nous fait une belle transition justement sur cette force du collectif et puis sur la dimension humaine qui, voilà, est moi une des dimensions qui m'intéresse tout particulièrement de creuser avec toi parce que je pense que ça lie les gens. Effectivement, il y a un esprit très communautaire et puis tu l'as dit, l'équipage, c'est un fonctionnement d'un bateau qui de base ne peut pas fonctionner avec un équipage sans les bénévoles et sans les stagiaires et ça fait partie de son fonctionnement et de son maintien hein, justement. Donc déjà l'histoire est très belle et très orientée sur ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, comment c'est l'ambiance au quotidien avec l'équipage mais aussi avec le reste des personnes présentes qui ont embarqué pour la même aventure que toi? Est-ce que tu as rencontré facilement du monde? Est-ce que tu t'es lié d'amitié, en tout cas transitoire, voire qui a pu durer? Et puis avec l'équipage, comment est l'ambiance au quotidien? L'ambiance est très bonne. Ouais, c'est vrai que du coup, comme je l'ai dit au début, peut-être que tout le monde est un petit peu fermé sur soi parce qu'on sait pas trop comment ça va se passer. Le fait d'être les uns sur les autres, d'avoir très peu d'espace personnel, etc. Mais en tout cas, moi, de mon côté, ça s'est vite fait. En fait, j'ai rencontré un groupe de 4 personnes qui sont potes. Alors en fait, depuis, ils ont tous entre 50 et 60 ans et ils sont potes depuis leur école de commerce, il me semble, donc depuis qu'ils ont, on va dire, 20 ans. Et ça fait 30 ans chaque année, ils se retrouvent une fois dans l'année pour faire une sorte de défi comme ça. Et du coup, rapidement, un peu par hasard, je me suis retrouvé à échanger avec eux. En fait, je me suis rendu compte rapidement que j'étais un des plus jeunes à bord, parmi les stagiaires, et sûrement aussi un des plus inexpérimentés. Mais voilà, j'ai eu un peu la chance de tomber sur ces 4-là, et au final, j'avais l'impression que j'allais être le seul jeune un petit peu, que j'allais me retrouver avec des plus vieux, et que donc j'avais peut-être pas forcément saisi le but à la base du séjour, et que j'allais être un peu à l'écart. Mais très vite, je me suis mis dans ce groupe-là, et je me suis rendu compte que ils étaient presque plus gamins que moi dans leur tête, au final, à se faire des blagues entre eux en permanence. Donc c'était très chouette, c'est passé des très bons moments. On a eu la chance de se retrouver, de faire une petite escale sur une île au large de l'Irlande, donc de sortir un petit peu, de aussi pouvoir rencontrer des personnes, des locaux, des Irlandais un peu à l'écart, puis même à la fin sortir un peu avec l'équipage à Belfast. Donc en fait, ça fait des très belles rencontres. Grosso modo, il n'y a aucune personne, il n'y avait aucune verrue dans le groupe. Enfin, j'ai pas vu de personne vraiment trop à l'écart avec qui c'est pas passé. Mais je pense que pour faire une aventure comme ça, faut avoir un peu l'esprit on va dire, de camaraderie, et du coup, ça fait que toutes les personnes, au final, sont dans le même but et avec la même approche, quoi. Et alors, est-ce que ça boit du rhum le soir sur le bateau ou pas?
Alors, ça boit pas de rhum sur le bateau, mais par contre, le dernier jour de navigation, donc un petit peu avant d'arriver à Belfast, il y a une espèce de pot organisé par le capitaine sur le pont, avec du punch fait et préparé par eux, et donc on passe chacun notre tour devant la marmite et il nous sert une louche de punch et avec un petit mot du coup pour chacun. C'est un beau moment de partage. On sait que c'est la fin qui arrive, donc c'est le moment où on va devoir se quitter, etc. Donc c'est un peu, ça peut être un peu triste, mais au final c'est un très beau moment. Mais non, sinon il se boit pas trop d'alcool pendant les heures, on va dire, de garde et de service. Mais ça s'est bien rattrapé à l'arrivée après à Belfast. Et est-ce que tu as une anecdote particulière que tu as envie peut-être de partager spécifiquement, une petite anecdote qui te fait sourire ou un moment marquant de partage sur le bateau avec l'équipage. Quand je dis équipage, c'est matelot et stagiaire inclus. Hein. Ou est-ce qu'il y a un moment où particulièrement l'histoire du navire, elle se fait ressentir? Est-ce qu'il y a des traditions qui vous sont contées, des récits abordés? Est-ce qu'il y a un esprit aussi autour du bateau, autour du côté matelot, ou est-ce qu'on vous transmet aussi cet esprit-là? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de ça? Ouais, absolument. Il y a tout au long de la semaine des récits qui sont contés par l'équipage. Un peu, ça se fait un petit peu sur le tas en fait. On est amené à, par exemple, quand on fait une sorte de ménage sur le pont, on est amené à nettoyer certaines pièces et on en apprend l'origine. Et c'est ça qui est vachement intéressant. En fait, il y a énormément d'histoires sur ce bateau. Des fois, certaines qui sont assez folles. C'est un bateau qui a tellement d'années de vécu et qui est passé par tellement on va dire, d'utilisations différentes. Il a fait je ne sais combien de tours du monde, etc. Donc forcément, il y a vraiment des histoires à raconter. Moi, une qui m'a marqué le plus, alors j'ai oublié un peu les détails, donc je vais peut-être écorcher un peu l'histoire. C'est mieux raconté quand c'est l'équipage qui nous le raconte directement, mais en gros, quand le navire était encore navire marchand, donc de fèves de cacao, il me semble, il s'est arrêté faire escale aux abords donc, de la montagne Pelée. Et à son arrivée au port, il y avait un bateau qui était, on va dire, garé à sa place, amarré à sa place, qui lui avait pris sa place. Donc le bateau a été forcé de rester un peu plus au large en mer. Et donc l'équipage a dû se débrouiller autrement pour amarrer par des canaux, etc. Et dans la nuit, la montagne Pelée est rentrée en éruption. Et donc il y a eu un gros écoulement de lave et une grosse éruption qui fait que tous les bateaux amarrés au port ont pris feu, ont brûlé. Et donc y compris le bateau qui était amarré à la place du Belém. Donc au final, donc tous sont sombrés. Et voilà, aujourd'hui le Belém, lui, est encore en mer. Donc c'est depuis ce jour-là, cette histoire et tant d'autres qui font que tout l'équipage croit au fait qu'il y a vraiment une bonne étoile qui veille sur ce bateau-là. Et c'est vrai qu'ils sont très très attachés on va dire aux traditions marines. Et puis il y a énormément de superstitions, je pense historiques, qui sont encore qui sont encore en vigueur. Et c'est pareil, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert un peu sur le tas. Mais par exemple, on n'a pas le droit de prononcer certains mots sur un bateau.
Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a. Ça rentre en compte dans les choses qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Mais voilà, c'est énormément de choses dans les noms qu'ils donnent aux objets, par exemple, dans la vie à bord, etc. On rencontre énormément de choses qui partent de traditions ou de superstitions. Et c'est très intéressant à découvrir et à apprendre. Ouais, effectivement, quand tu en parles, on sent que c'est chargé d'histoire et que c'est vraiment riche de ça, et puis qu'il y a vraiment, encore une fois, tout le monde qui fédère autour de cet esprit, et c'est transmis vraiment de génération en génération, quoi. Il y a quelque chose de fort, moi, j'entends dans ça, quoi. Et du coup, en parlant de choses fortes, voilà, pour recentrer peut-être, donc là on a parlé du partage avec les autres, de la fédération aussi de tout le monde autour de cet esprit-là. De ton côté, j'aimerais savoir, voilà, qu'est-ce que cette expérience t'a permis d'apprendre sur toi-même et sur les autres aussi, peut-être, sur toi avec toi-même et puis sur toi dans ton environnement et avec les autres. Qu'est-ce que tu retiens pour toi de cette expérience ? Je pense que je retiens surtout l'aventure en mer, c'est-à-dire le fait de se lever le matin, de monter sur le pont et de voir rien d'autre que de l'eau à l'horizon. C'est quand même assez fort, assez déroutant. Ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Même je retiens aussi beaucoup les paysages. Au large de l'Irlande, on a eu la chance d'apercevoir des dauphins, des oiseaux et choses comme ça. Donc c'est vraiment des souvenirs en tête qui resteront très très longtemps. Et après, d'un point de vue plus personnel, ça m'a fait grandir, je pense, on va dire le fait de cohabiter avec d'autres personnes, de se soutenir mutuellement et de lier des liens rapidement avec des personnes de tout horizon en très peu de temps. Ça m'a fait aussi on va dire travailler. On nous donne beaucoup de tâches à faire, donc et des choses qui nous plaisent pas plus que ça, hein, des fois, des tâches qui sont un petit peu ingrates, mais voilà, faut le faire sans rechigner, parce que tout a une importance sur le bateau, et donc voilà, un peu l'esprit de travail, de labeur, et donc ouais, ça m'a fait grandir d'un point de vue personnel, c'est sûr. J'imagine, ouais. Et puis, au-delà du fait de grandir et d'apprendre, est-ce que tu as des choses sur lesquelles, voilà, tu ressors comme étant fier de toi ? Est-ce que tu t'es découvert aussi dans certaines choses où tu ne te pensais pas forcément capable, où tu t'es découvert sur deux aspects ? Voilà, qu'est-ce qui te rend fier de toi après cette expérience ? Et quel est un de tes plus beaux souvenirs ? Alors, niveau fierté, c'est vrai qu'on a l'occasion de faire quand même pas mal de choses qui sont assez gratifiantes. Je disais tout à l'heure, tenir la barre, c'est quand même quelque chose d'assez fou, d'être à la tête d'un bateau aussi énorme au milieu de la mer. Ça restera gravé, c'est sûr. J'ai eu la chance de pouvoir monter aussi au mât pour décrocher les voiles. Donc voilà, on se retrouve tout en haut d'un mât au milieu de l'eau. C'est quelque chose. Je ne saurais pas dire si je pensais ne pas en être capable ou pas, mais en tout cas, j'aurais jamais soupçonné faire ça un jour dans ma vie. Donc ouais, on en ressort grandi et plein de fierté, le fait d'avoir pu brasser les cordages, apprendre à faire toutes sortes de choses, les nœuds marins, lire une carte, c'est tout un tas de choses qui rendent fier, parce que encore une fois, j'avais aucune base là-dedans, donc j'aurais pas pu soupçonner être capable de faire quelque chose comme ça un jour. Super. Et donc, ton plus beau souvenir, est-ce que tu dirais que c'est lié à ça, ou qu'est-ce que tu mettrais comme top 3 des souvenirs, on va dire, sur le Belém ?
Mon top 3 des souvenirs, ouais, c'est assez dur parce que quand même en l'espace d'une semaine, j'ai vécu beaucoup de choses. Ouais, le fait de monter au mât quand même, c'est une activité, on va dire, que je sais que voilà, qu'on soupçonne même pas faire un jour, donc ça restera forcément, je pense, dans le top 3 de mes souvenirs. La journée avec le mal de mer aussi, je pense elle est à garder quand même, parce que j'ai pas souvenir d'avoir été aussi malade un jour dans ma vie. Ouais, ça marque forcément. Et puis, allez, si un troisième pour changer un peu de l'expérience sur le bateau, on va dire une des soirées, peut-être la soirée sur l'île où on a fait escale, ou alors la soirée d'arrivée à Belfast où on sort avec tout l'équipage. C'était quand même voilà, sacrément chouette de se retrouver après une semaine en mer avec tout le monde dans les bars irlandais. Donc voilà, je vais garder ça aussi. Super, trois très jolis souvenirs pour notre auditoire et puis et pour toi à garder aussi pour tout au long de ta vie. Et si on dresse un petit peu voilà, un bilan personnel, maintenant on est à 5 mois de cette expérience. Si tu dresses un petit bilan personnel, comment tu te sens post-expérience? Qu'est-ce que tu en retires? Tu nous en as un petit peu parlé. Mais voilà, est-ce que cette aventure a changé certaines choses dans ta façon de voir la vie ou dans tes projets d'avenir? Ou qu'est-ce que tu en retires quelques temps après, à froid, on va dire? Alors, c'est une très bonne question. Ce que j'en garde, c'est sûr, c'est avant tout les souvenirs de mer. Ça, c'est voilà, le principal. Je pense que c'est ça, la vie avec l'équipage et puis la vie à bord. Vraiment pouvoir dire que j'ai vécu quasiment comme un marin pendant une semaine. Ensuite, au niveau personnel, c'est vrai que ça m'a conforté dans le fait d'aller au bout de ses envies, on va dire, de ses projets un peu perso. Après ça, j'ai eu la chance de continuer, enfin de faire d'autres projets qui me tenaient à cœur. Donc voilà, ça m'a réconforté dans le fait que quand il y a quelque chose qui nous donne envie, faut se lancer dedans et aller au bout. Et derrière, on n'en garde que du positif. Donc voilà, puis ça m'a surtout aussi le fait de découvrir le milieu marin, c'était quelque chose que je connaissais pas et que j'avais très envie de découvrir. Et au final, voilà, je peux dire maintenant que c'est quelque chose que j'apprécie. Ça m'a pas déçu et du coup, ça me donne l'envie peut-être un jour d'y retourner sous une autre forme. Donc voilà, c'était une belle découverte. Ouais. Eh ben justement, tu anticipes une de mes prochaines questions qui était de te demander si voilà, ça avait fait naître une vocation, ou en tout cas, si ce n'est une vocation, un intérêt tout particulier personnel de poursuivre des projets maritimes, quels qu'ils soient, hein, de te lancer sur un autre projet du type, ou de peut-être accroître tes connaissances dans le domaine, de peut-être te lancer davantage sur les sports nautiques aussi, parce que l'univers de la mer, etc. Voilà. Est-ce que ça a ouvert un peu ton champ des possibles sur tout cet univers-là et qu'est-ce que tu vas investir ou non? Ouais, complètement. Ça m'a réconforté dans le fait que c'était un milieu qui moi me passionne. Alors j'irai pas jusqu'à parler de vocation quand même. Je pense pas que ce soit aussi fort. Mais par contre, ouais, une passion, un gros intérêt pour le milieu marin, pour le milieu de la navigation. Et c'est vrai que j'aimerais bien y retourner un jour sous une autre forme. Notamment une fameuse expérience en voilier quand même. Ça c'est quelque chose qui est toujours dans un coin de ma tête. Après pour l'instant j'ai pas réfléchi, pris le temps d'y réfléchir pour comment le mettre en place, sur quel horizon, etc. Mais voilà, ça reste dans un côté de ma tête et puis
Et puis voilà, au moins je sais que c'est quelque chose qui me passionne, enfin qui a en tout cas un gros intérêt pour moi. Je me dis que j'aurais pu revenir de là, voilà, dégoûté en me disant enfin, la mer c'est pas pour moi. Et là pour le coup c'est pas le cas, c'est quelque chose que j'aime fort. Mais bon, il y a aussi plein d'autres activités autour à découvrir, donc voilà, ça m'a réconforté sur ce sujet-là en tout cas. Et qu'est-ce que tu pourrais dire ou aimerais dire à ceux qui en écoutant ton récit, se disent « Ah bah tiens, soit j'y pensais, soit ça m'a donné envie, je ne connaissais pas du tout ». Voilà, à ceux qui hésitent et qui voudraient se lancer, ou alors ceux qui vont se lancer sur le Belém, après avoir entendu ton récit, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, leur transmettre? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'il faut se lancer. Il faut se lancer. Moi, tu vois, j'avais vraiment zéro expérience là-dedans. Donc, si moi j'étais capable de le faire, je pense que tout le monde est capable de le faire. Il y a on croise tous les âges parmi les stagiaires. Ça allait de 23 à peut-être 70. Tous les horizons, toutes les expériences. Et puis même à bord, voilà, si on a envie d'apprendre et en permanence aider l'équipage, faire des choses, ben, on aura toujours une part, on aura toujours un poste pour nous, on va dire. Et à côté de ça, s'il y a des gens qui sont fatigués, qui ont envie de plus se reposer, plus profiter des paysages, etc., ben, il y a aussi des choses pour eux. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme... je pense pas qu'il y ait un certain niveau d'initié qui soit requis. Et puis pour les gens qui ont envie de se lancer sans forcément partir 8 jours dans un autre pays, il y a des séjours qui sont proposés de 2 à 3 jours sur les côtes bretonnes, voilà, qui part de Brest et qui va jusqu'à Quimper en 2 jours, tu vois. Donc c'est vraiment abordable pour tout le monde, je pense. Donc la meilleure chose à faire, c'est de se renseigner, de se rendre sur le site de la fondation, et puis voilà, de se lancer. Ouais. Super. Peut-être en mots de fin, de conclusion. Super. Donc si tu devais résumer maintenant cette expérience un petit peu en peut-être une phrase ou un mot. Alors un mot c'est peut-être ambitieux, peut-être une phrase. Quel serait ton mot de conclusion après tout cet échange que tu nous as partagé, qui était vraiment très riche. Ton mot de fin, on va dire. Alors c'est peut-être pas fou, parce que c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, je pense, tout au long de mon récit, mais ce serait le mot découverte de manière générale, parce que découverte d'un milieu, découverte de paysages, découverte de gens. Donc voilà, moi si je devais mettre un mot là-dessus pour raconter ce séjour, ce serait le mot découverte. Il est peut-être pas très recherché, mais à mon sens, en tout cas, c'est le premier qui me vient en tête. Eh ben on va rester sur découverte alors, qui est un très joli mot, plein de profondeur quand même. Merci Simon de nous avoir partagé ton voyage, du coup, qui est quand même atypique, hein, du coup, à bord du Belém. Il y a plein de façons de voyager à l'heure actuelle à notre époque, mais c'est un voyage qui reste quand même hors du commun. Donc merci beaucoup pour ton partage, et puis j'espère que ça inspirera aussi ceux qui écouteront ça, et soit pour se lancer, soit en tout cas pour découvrir un environnement qui nous est totalement inconnu. C'est vraiment une aventure aussi. Moi je retiens quand même 2 choses que tu as dites et qui m'intéressent beaucoup et sur lesquelles je voudrais qu'on mette l'accent. C'est une aventure qui rappelle que il est parfois nécessaire de faire un saut dans l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, pour découvrir des horizons qui sont quand même assez insoupçonnés, et puis ne serait-ce que pour prendre confiance en soi, mais aussi pour se mettre un challenge personnel. C'est quelque chose qui est ressorti quand même beaucoup. Et puis tu as mentionné qu'après ça, tu as eu l'opportunité de réaliser d'autres projets personnels du même type, de te challenger. On sent que c'est quelque chose qui est assez présent quand même chez toi, et du coup, ça reste une bonne opportunité dans un cadre assez entouré, assez bienveillant, de pouvoir sortir un peu de sa zone de confort.
Et la deuxième chose qui est ressortie, c'est aussi la force du collectif dans l'histoire du BLM pour pouvoir survivre, parce qu'il y a quand même eu des récits de choses, de superstitions, pour pouvoir construire et avancer, parce que c'est un bateau qui fonctionne qu'avec toute la force du collectif au quotidien dans sa manœuvre et dans son maintien, dans sa transmission aussi. On voit que les choses, elles persistent parce qu'il y a une histoire de transmission de génération en génération et des gens qui se passent le relais. D'ailleurs, il y a cette anecdote très parlante et très poétique que tu as donnée, qui était de ramener la flamme olympique, de se la transmettre. Donc toute une notion autour de ça. Donc c'est des choses sur lesquelles je trouvais important, en mot de fin, de conclusion, de donner un petit peu la force à cet aspect-là et puis de renforcer un peu ces notions. Est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaiterais ajouter avant de se dire au revoir ? Du coup, tu m'y fais penser, mais c'est vrai que le BLM a pris un regain, on va dire, de notoriété, et du coup, avec l'arrivée de la flamme olympique en France. Mais on nous a quand même bien répété tout au long de la semaine que le BLM tient encore, grâce aussi au soutien de la Caisse d'épargne, mais surtout grâce au soutien des mécénats, des dons, des stagiaires, des bénévoles, etc. Et que c'est vraiment, on s'est rendu compte, on nous a enseigné que c'était vraiment un bateau qui requiert énormément de moyens à tenir encore aujourd'hui, et ça fait quand même partie du patrimoine historique de la France. Donc c'est pour tous les gens même qui seraient intéressés à faire un don, à se renseigner sur le site de la fondation, etc. C'est aussi quelque chose que je retiens, l'amour pour ce bateau qui nous a été transmis. On sent vraiment que les gens qui en parlent sont des passionnés, et certains qui ont dédié leur carrière à ça. Moi depuis, j'essaye de les suivre, si possible de faire un geste, d'en parler autour de moi. Mais du coup, aujourd'hui c'est encore quelque chose qui est son existence, sa survie, on va dire, est encore un petit peu menacée. Donc pour les gens qui vont envie de soutenir ce projet-là et l'éviter de disparaître, ils savent ce qu'il faut faire. Super, et c'est une belle occasion de transmettre, parce qu'encore une fois, on n'en entend pas forcément parler dans la vie de tous les jours. Moi, la première, quand j'ai su que tu allais partir, j'ai dû, je l'avoue, aller chercher ce qu'était le BLM. Et je suis pas sûre que tous ceux qui écouteront ce podcast savent non plus à la base initialement ce que c'est. Donc c'est aussi comme tu l'as dit, une belle manière de transmettre l'héritage, le patrimoine français, mais au-delà de ça, de transmettre ce qui est l'idée de ce podcast, des histoires de vie et des histoires anecdotiques, atypiques, ou en tout cas uniques. Et voilà, juste histoire de faire vivre le patrimoine, vivre les choses, vivre l'expérience, et puis de transmettre. Donc c'était un joli message de transmission. Vraiment, je te remercie pour ton partage. Et puis au plaisir de te retrouver sur des prochains projets personnels, challengeants ou non. Merci à toi. C'était un super exercice. Franchement, je savais pas trop comment l'aborder, mais c'est une très chouette initiative. Et le fait d'avoir pu partager un petit peu rapidement ce séjour avec toi, ça m'a rappelé des très bons souvenirs, des très belles choses. Donc c'est une super idée. Ouais. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le liker, et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les axes d'amélioration, mais également à me partager des suggestions d'histoires de vie et de personnes autour de vous dont vous aimeriez entendre le récit. Je vous dis à bientôt sur le podcast Histoire de vivre.